AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour, bienvenue dans Face aux syndicats. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler des métiers de l'incendie avec la FFMI, Fédération Française des métiers de l'incendie, et son président qui est sur le plateau d'A-News Sécurité. Régis Cousin, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes déjà venu chez nous, vous connaissez bien avec plaisir. C'était il y a un petit peu moins d'un an, justement, pour présenter la FFMI. On va donc très rapidement rappeler comment fonctionne votre fédération, mais surtout, vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter le livre blanc sur les enjeux de la sécurité incendie et de la sécurité civile, livre blanc qui couvre la période 2022-2027. Mais un petit retour sur l'historique de la FFMI qui existe depuis maintenant 60 ans. 60 ans révolus, nous devions le fêter dignement à l'automne dernier, mais comme vous en doutez, naturellement, nous avons préféré surseoir et donc nous donnons rendez-vous en 2022 pour fêter les 61 ans de la Fédération. Et ça sera une grande fête, puisque vous représentez 300 entreprises au service de la protection incendie en France. Ça correspond, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, beaucoup d'emplois, plus de 25 000. Exactement, 25 000 emplois de diverses natures répartis sur tout le territoire, au travers de tout un échantillon d'adhérents, du plus modeste en passant par les PME, de belles ETI et puis quelques filiales de grands groupes nationaux. Et l'ensemble représente environ 3 milliards d'euros d'activité. Alors, les trois axes de la fédération développés, c'est comment contribuer à améliorer la sécurité, maintenir le niveau de qualité, de fiabilité des systèmes et des services et conserver notre pôle d'excellence, parce que la France a un pôle d'excellence en référence au reste du monde. Oui, tout à fait. Nous sommes régulièrement l'objet de visites et de sollicitations de pays étrangers qui viennent voir comment nous gérons, nous, le risque incendie en France, dans cette articulation entre la sphère publique et la sphère privée, et qui aujourd'hui a produit des résultats que nous cherchons évidemment toujours à améliorer, puisque malheureusement, il y a chaque année toujours des victimes d'incendies, notamment dans le domaine de l'habitation, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler au travers du livre blanc. Exactement. L'un des pôles importants, des axes de développement, je le disais à l'instant, c'est comment contribuer justement à améliorer la sécurité, et ce livre blanc, justement, en fait partie, en quelque sorte. Totalement. Il faut noter que c'est la première fois que la FFMI se livre à un exercice aussi abouti que ce livre blanc. Nous avions effectivement, fin 2016, début 2017, établi quelques points de vigilance que nous avions adressés à quelques politiques, mais sans pour autant produire une réflexion aussi aboutie que ce livre blanc qui se projette sur justement les années, comme vous l'avez dit, 2022-2027. Livre blanc avec force de proposition au sein de ce livre blanc. Oui, alors il a été présenté il y a quelque temps maintenant lors de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais officialisé quelque temps après, le temps de finir, de terminer quelques petites choses qui restaient à corriger et à améliorer. Alors déjà, pourquoi avoir cette volonté de concevoir ce livre blanc? Ça a un impact, un livre blanc. Donc ça ne se fait pas comme ça tout d'un coup du jour au lendemain, c'est qu'il y avait une réflexion menée depuis un certain temps. Alors, il y avait un petit goût d'inachevé justement sur 2017, et il faut quand même constater que ces 5 dernières années, avec l'arrivée d'une nouvelle majorité, un nouveau personnel politique, a profondément bouleversé notre paysage, notamment dans l'approche de comment faire la loi, quels sont les domaines qui vont être revisités. Et donc, il nous semblait important de pouvoir tirer un constat de ces 5 années, mais surtout, beaucoup de travaux ont été initiés, peu ont été au bout, et il fallait absolument, nous, en termes de responsables au niveau de la sécurité incendie des populations, en fait, et au niveau aussi des biens, pouvoir projeter, structurer de telle manière que la sphère publique et les politiques puissent s'en emparer. C'est ça, c'est un contenu qui est complètement abouti, et qui met en exergue la nécessité d'un soutien ambitieux à la défense, et non pas à la différence, et la valorisation du modèle français de sécurité incendie et de sécurité civile. Et justement, dans ce livre blanc que vous pouvez trouver sur le site de la FFMI, qui s'affiche ici sur votre écran, eh bien, 4 axes y sont développés. On va justement les détailler ensemble. Le premier, c'est bien évidemment des bâtiments sûrs, en prévoyant d'ailleurs dedans une séquence sécurité incendie. Tout à fait.
Alors, des bâtiments sûrs, pourquoi évidemment tout le monde aspire à être en sécurité? Globalement, nous le sommes. Et notre responsabilité, c'est de continuer à l'être. Or, mais on voit qu'en France, ce n'est pas le cas partout. Ah non, loin de là. À Marseille, par exemple, là, je ne parle pas de problème de feu, mais c'est vrai que tous les bâtiments ne sont pas forcément en sécurité totale. Hein. Non, du tout. Il y a encore du travail, évidemment, à faire. Et là, on se projetait notamment sur les évolutions législatives qui ne sont pas encore complètement transcrites dans la réglementation, que sont la loi ESSOC et la loi Elan, et qui vont introduire justement des possibilités de prendre en considération la sécurité incendie de manière quelque peu différente. Jusqu'à présent, on a une approche très empirique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, malheureusement, de drames, on a essayé de capitaliser, de comprendre et de renforcer nos mesures. Donc on était avant tout sur une approche de moyens, et là, c'est une possibilité d'avoir une approche un peu performantielle. C'est-à-dire que... Plus dans l'anticipation que dans la réaction. Pas nécessairement à ce niveau-là. Non, c'est plutôt dans les dispositifs à mettre en œuvre et comment les concevoir et les mettre en œuvre. Or, jusqu'à présent, le modèle établi, avec ses forces et certainement ses faiblesses, je suis d'accord, a produit ses effets. Et on le mesure bien. Là, on ouvre une porte un peu sur l'inconnu, sur l'ingénierie de sécurité, ce qui va permettre quelques libertés que l'on avait déjà auparavant, mais là, on l'a institutionnalisé au travers de la loi. Or, pour pouvoir mettre en œuvre ces possibilités en fait, dérogatoires aux obligations de moyens, au chemin historique, faut-il encore avoir tout le paysage et tous les acteurs parfaitement conscients de ce qu'ils vont faire. Or, on se rend compte, par exemple, et c'est l'une des mesures que nous préconisons, quand on pense à l'acte de construire, la première personne à qui on pense, c'est l'architecte. Bien sûr. Or, les architectes aujourd'hui, ce qui paraît excessivement surprenant, ne croisent quasiment jamais le risque incendie durant leur cursus initial. Ça, c'est fou. Et ça, c'est assez fou. Ouais. Sauf, il y a une école d'architecture à Paris qui le fait, les autres, globalement, ne le font pas ou excessivement à la marge. Or, intégrer dès l'origine le risque incendie permet d'une part de ne pas dénaturer l'œuvre qui est construite et de garantir un niveau de sécurité incendie. Donc, nous militons pour faire rentrer la sécurité incendie dans le cursus initial. Et sachez que les Britanniques, notamment, c'est l'une des conséquences de Grenfell, le fameux incendie dramatique de 2017, ont introduit ça chez eux dans le cadre du cursus initial des écoles d'architecture. Voilà. Alors c'est dans ce cadre d'ailleurs que vous développez des initiatives pédagogiques sur la sécurité incendie, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'au-delà du monde des architectes et de l'architecture, il faut développer cette culture du risque incendie. Donc ça passe effectivement par des interventions dans des colloques pour à chaque fois rappeler que le risque incendie est un risque majeur, est un risque historique et qui malheureusement ne vient pas disparaître au profit par exemple d'un risque cyber. Les risques s'additionnent, malheureusement on n'est pas à périmètre constant. Donc il faut toujours à chaque fois le rappeler. Un travail de fond, un travail de communication. Hein. Et si je peux me permettre en dernier lieu, parce que c'est un point aussi important, la volonté aussi de l'État, et on ne peut qu'y souscrire, c'est d'essayer de construire mieux, plus rapidement, moins cher. J'ai envie de dire, tout le monde serait d'accord. Pour le faire, il faut que tout le monde y soit associé, et associé le plus en amont possible. Il existe aujourd'hui une structure, le CSC2E. J'allais vous en parler, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Voilà, qui est une structure qui est très bien, qui est là pour viser des projets de textes touchant notamment donc l'acte de construire. Or, la FFMI, mais au-delà de la FFMI, surtout, le monde de la sécurité incendie n'est pas représenté pas du tout, au sein... pas assez bien. Non, il ne l'est pas. Il l'est par des personnes qui ont une sensibilité au risque incendie, mais dont ce n'est pas leur ADN central. Or, il faut absolument avoir une voix qui porte la sécurité incendie. D'un spécialiste. La FFMI se propose de l'endosser, mais si quelqu'un d'autre veut le faire, bien sûr. Pas de souci, mais il faut que ça soit fait. Et si ça avait été fait, nous n'aurions pas perdu autant de temps et il n'y aurait pas eu autant de discussions ou d'allers-retours autour des lois ESSOC et Elan.
Alors, autre axe qui est développé, c'est celui de défendre nos territoires, avec entre autres l'amélioration, on va y arriver, de la sécurité incendie des bâtiments, l'installation d'un système de détection incendie adapté. Alors oui, alors défendre les territoires, là, en fait, ça découle de deux choses. Il y a eu évidemment Lubrizol, il y a eu du post-Lubrizol. Donc, il faut voir l'approche française de la gestion du risque incendie, deux lignes de défense. Une première, plus près du risque, le bâtimentaire, par exemple, on vient d'en parler, les bâtiments plus sûrs. La deuxième, c'est le monde de l'intervention. Lorsque la première ligne de défense a fait son job, il est parfois nécessaire de mobiliser la seconde. La seconde, ce sont les moyens d'intervention. Les moyens d'intervention s'articulent avec la défense extérieure contre l'incendie. Je vulgarise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le maillage en gros des poteaux incendie que l'on voit partout en France, sur tous nos territoires, sur toutes nos communes, et qui permettent d'alimenter en eau les moyens d'intervention. Donc, l'intervention menée notamment par l'univers des sapeurs-pompiers, que ce soit en province les SDIS ou que ce soit à Paris la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon de Marseille. Or, il faut le bon maillage et ils font les bons moyens des SDIS. Sur le maillage, il y a eu, nous avons été auditionnés dans le cadre du rapport des sénateurs Moret et Montaugé, justement, qui s'interrogeaient sur la DECI en France, qui a été départementalisée. Et avec cette décentralisation, qui est de bonne loi, on introduit néanmoins, par la force des choses, une approche qui est hétérogène, qui devient au niveau d'un territoire. Or, force est de constater que tous les territoires ne sont pas forcément au même niveau par rapport à ce maillage-là. Ce maillage coûte très très cher. Il faut le savoir, et il est indispensable aussi pour le développement des territoires. Parce qu'en gros, il faut avoir le poteau incendie qui soit pas trop loin d'un lieu à défendre contre l'incendie. Et donc, il faut des moyens. Ces moyens, c'est soit des infrastructures avec ce maillage de canalisation, soit effectivement la possibilité, au travers du renforcement de la défense incendie, cette fois des bâtiments en propre, par de la détection, par de l'extinction automatique, du compartimentage, du désenfumage, des moyens d'intervention, de telle manière de venir, si besoin est, compenser un maillage peut-être un peu moins fin. Il existe des solutions pour apporter de la souplesse. Deuxième volet, donc les SDIS. Au niveau des SDIS, il faut absolument maintenir la capacité opérationnelle des SDIS, qui passe, il y a l'aspect du volontariat, qui est en dehors du scope de la FFMI, mais que nous soutenons naturellement. Mais il y a aussi la dotation, notamment en moyens d'intervention des SDIS. Et là, il faut savoir que c'est une filière hexagonale très performante, mais qui vit grâce à un marché qui est relativement étroit, en partie national, et on essaye de justement aussi le valoriser à l'export, on en parlera un petit peu plus loin. Et donc, il faut absolument avoir conscience que même si ça paraît dans un budget d'un territoire, d'un département comme un coût, c'est un investissement de mettre des moyens dans la sécurité incendie et dans les moyens d'intervention des SDIS. Est-ce que justement dans cet axe qui est de défendre les territoires, ça va dans ce sens quand vous souhaitez un engagement plus important de l'État? Oui. Alors, pour la DECI, c'est par exemple les fonds de dotation d'équipement des territoires ruraux. Il faut absolument les maintenir et en affecter à ces moyens de maintenir la DECI. Mais aussi, également, c'est vrai, au niveau des moyens des SDIS, il faut savoir que les territoires vont donc doter les SDIS, mais il faudrait aussi qu'il y ait un renforcement, on va dire, de la mutualisation des moyens, pour éviter d'avoir des commandes qui soient excessivement fragmentées. Il faut quand même avoir un minimum d'effet d'échelle pour pouvoir produire dans les meilleures conditions possibles et avoir le bon ratio coût de l'équipement, performance de l'équipement, et avoir une approche de coût global de possession en incluant le maintien en conditions opérationnelles. On va parler du troisième axe, mais est-ce que vous sentez que l'État, quelque part, en a conscience de ça? Oui. Alors, sur ce dernier point, puisque, comme vous le rappeliez, nous avons proposé le livre blanc, je dirais, en fait, la version en avant-première lors du Congrès. J'ai eu le plaisir de le remettre aussi bien au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'au président de la République, en main propre, et de pouvoir détailler quelques points. Et force est de constater, ce matin j'étais en réunion encore au ministère de l'Intérieur, il y a notamment sur cette approche de dire
on va essayer de mutualiser les besoins des territoires. Il y a des travaux qui se font aujourd'hui, qui s'initient en bonne intelligence, justement, entre un rôle de l'État qui est là pour apporter de la ressource et des moyens, et les territoires qui peuvent s'inscrire dans ce schéma national. Le troisième axe, c'est protéger nos concitoyens, notamment par la création d'une vérification annuelle certifiée et le renforcement toujours d'une culture du risque. Ah oui, alors là on passe, c'est le grand foyer aujourd'hui encore d'insécurité. Figurez-vous, cher Alexandre, nous sommes en meilleure sécurité dans le studio ici que peut-être à votre domicile. Le mien, je sais qu'il est bien équipé. Mais faudrait que vous veniez à la maison faire un petit coup d'œil parce que je suis pas sûr d'être au point. Mais c'est un réel souci. Il y a eu une grande impulsion avec la loi 2010, avec une date de fin d'application en 2015, pour rendre obligatoire un détecteur contre le risque incendie dans chaque logement. Oui, mais alors, vous voyez, moi je trouve que le particulier, il n'est pas bien épaulé, il n'est pas bien informé. Moi je sais que j'en ai, ils sont tous dans un placard à la cave. Voilà, c'est pour les installer, on ne sait pas comment les brancher. S'il y a une notice, alors pas trop près dans la cuisine, effectivement, parce qu'il peut y avoir de la fumée et tout. Bon, voilà, enfin, je trouve que je vois pas beaucoup de gens qui l'ont installé, en fait, autour de moi. Alors, moi j'en vois peut-être un peu plus, mais peut-être parce que je suis un peu plus attentif. Chez eux. Non, par contre, vous soulignez exactement là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail législatif qui a été fait. Derrière, les actions pédagogiques, nous en avions mené, mais elles n'ont pas été nécessairement à la hauteur. Ça aboutit aujourd'hui, c'est comme un soufflé qu'on ressort un peu trop rapidement du four. Tout est retombé. Et en fait, vous allez vous protéger naturellement d'un risque que vous allez percevoir. Or, ce risque incendie, il est mal perçu. Voire, il n'est pas perçu. C'est vrai. Donc, éventuellement, vous aviez mis ce dispositif, la pile a fini par rendre l'âme, vous l'avez posé dans un coin, en jurant qu'effectivement, la prochaine fois que vous iriez au supermarché, vous prendriez une pile, et puis la pile, elle est restée dans l'emballage. Enfin, voilà, on connaît un petit peu l'histoire. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette notion de culture du risque incendie. Ça peut passer aussi, nous avions fait des initiatives pédagogiques vis-à-vis des scolaires. Chaque année, il y a un exercice scolaire d'évacuation dans l'établissement scolaire. En profiter pour dire... C'est de la communication. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Premier point, donc, par les enfants. Et le deuxième point aussi, c'est le faire rentrer progressivement, je dirais, dans la conscience collective au travers des diagnostics immobiliers lorsqu'il, par exemple, il y a un changement d'occupant d'un logement. Exact. De le faire rentrer dans le diagnostic, au même titre qu'on vérifie que vous n'allez pas vous électrocuter, et bien de vérifier qu'il y ait au moins un détecteur, au moins, et que ce détecteur-là fonctionne. C'est-à-dire il suffit d'appuyer dessus et on va s'en apercevoir immédiatement. Le surcoût serait quasiment négligeable, parce que vérifier la présence et appuyer dessus, et rajouter une ligne sur le diagnostic, ça permettrait aussi de faire prendre conscience aux occupants que cet élément-là est un élément fondamental pour la sécurité. Les assurances ont peut-être un rôle à jouer là-dessus, d'ailleurs. Alors, les assurances sont assez sensibles, effectivement, pour faire ces campagnes pédagogiques, mais il faut aussi que l'État s'en empare et puisse imposer, au travers notamment de ce diagnostic, à minima la présence d'un. Et j'ai envie de dire, le bon sens voudrait qu'on doit dimensionner l'équipement à la taille du logement. Si le logement est vaste, un seul, c'est pas suffisant. On est d'accord. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes pour définir le quatrième et dernier point de ce livre blanc, de cet axe plus exactement, la France qui gagne, via un soutien fort de l'État dans le continuum. Ça, c'est extrêmement important dans tous les métiers de la sécurité privée, mais bien évidemment celui aussi de la sécurité incendie. Oui. Alors là, cette quatrième partie est assez, pour moi, est vraiment quelque chose qui est nouveau. La FFMI a toujours été une fédération relativement sérieuse, naturellement, mais discrète. Et là, pour la première fois, on veut vraiment s'inscrire dans cette France rayonnante, cette France pétrie de talent, cette France qui gagne. Et elle peut gagner aussi grâce à sa sécurité civile, et notamment dans sa déclinaison incendie. Car c'est un label, en quelque sorte, la sécurité civile française. Complètement, et qui est reconnu internationalement. Et encore une fois, sur les deux lignes de défense, on défend le bâtiment, on défend le feu de forêt, et après l'intervention. Donc, structuré en 3 points, il faut savoir innover. Et pour savoir innover, c'est porté naturellement par les entreprises, mais aussi, il y a un tas de structures en France qui ont des idées. Il n'y a pas que les industriels. Par contre, ce sont les industriels qui vont les réaliser. Et il faut absolument rapprocher toutes ces idées, ces énergies, ces bouillonnements, et
nous n'avons pas suffisamment été jusqu'à présent dans justement ce rapprochement. Donc nous avons pris l'initiative, notamment avec l'association Atraxis, de signer une convention. Atraxis étant une association qui veut justement former, constituée notamment par des officiers sapeurs-pompiers, qui se proposent d'essayer d'aller en prospective sur de nouveaux domaines, beaucoup dans le numérique, mais pas que. Et après, l'idée, c'est donc de rapprocher ces idées d'une réalité, d'une faisabilité économique et industrielle. Donc, nous l'avons fait, nous appelons l'État à essayer d'offrir un cadre plus stimulant pour justement faciliter la création d'associations de bonnes idées et un cadre qui permet de les rapprocher du monde industriel. Le deuxième point, donc ça c'est savoir innover, il faut savoir valoriser. Et là, c'est un véritable drame que nous vivons, si je vais un petit peu loin. Ça revient un petit peu dans le discours là aujourd'hui, le pays aux 400 000 normes, 500 000 normes, certains ont dit. Bon, c'est la norme juridique. Malheureusement, il y a aussi la norme technique. Et la norme technique est prise dedans. La norme technique, c'est quoi? La norme technique, c'est du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est ce qui permet de produire de bons produits, de produire de bons services. L'un va avec l'autre. Et aujourd'hui, les marchés se gagnent au niveau avec des standards internationaux. C'est ce qu'on appelle la normalisation technique. Chaque pays va envoyer des experts dans des commissions techniques de normalisation européenne ou internationale, à l'ISO. Et donc, c'est là où on va définir les normes de demain, normes techniques. Ces normes techniques, ce sont les normes qui servent souvent de référentiel dans le commerce d'après-demain, dans l'appel d'offres. Or, si la voix de la France est pas assez puissante, voire absente, les normes se font sans nous. Et lorsqu'arrivent les appels d'offres, le savoir-faire français ne peut pas bien s'exprimer. On s'inscrit complètement dans les pas de Claude Revel. Il y avait une délégation à l'intelligence économique sous le président Hollande. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ce soit quelque peu évaporé. Et nous souhaitons ressusciter le fait que si on veut investir, on parle de réindustrialiser, si on veut réellement investir pour demain, il faut investir à 5 ans sur la normalisation, en permettant d'envoyer des experts du savoir-faire français qui aujourd'hui sont envoyés par les entreprises de manière bénévole. Et il faut un accompagnement qui soit efficace, opérationnel et pas kafkaïen. Et c'est important pour que la France reste une référence mondiale à ce niveau-là et effectivement qu'elle soit présente au niveau de ces instances européennes, au niveau des labellisations, c'est extrêmement important. Exactement. Vous voulez rajouter un dernier mot, il nous reste 10 secondes. Oui, savoir exporter, naturellement. Bien sûr. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, ça sera relativement simple. Enfin, simple. Ça sera moins difficile de pouvoir exporter. Et nous avons créé un club Export de la sécurité civile, moitié sphère publique, moitié sphère privée. L'idée, c'est réellement de faire un club informel, un club qui puisse être en capacité de mobiliser toute la filière de la sécurité incendie de telle manière que dès qu'il y a une opportunité détectée, que l'on puisse, nous, être force de proposition vis-à-vis de ces pays. En plus, vous vous rendez compte, c'est assez extraordinaire, réussir à créer de la richesse, à exporter pour protéger des populations et des biens dans le monde entier avec le savoir-faire français. Magnifique, bleu, blanc, rouge. Exactement. Merci beaucoup. On l'a bien détaillé, ce livre blanc. Eh bien, il est en intégralité sur le site de la FFMI qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup. On viendra bien évidemment vous faire un petit coucou aux 60 ans qui seront finalement l'année prochaine. Oui, oui, sûr. Enfin, sûr. On le souhaite. News Sécurité sera présent pour faire un reportage. Et puis, on se retrouvera peut-être autour du bal des pompiers le 14 juillet. Avec grand plaisir. J'ai jamais été invité, ça sera l'occasion. Merci beaucoup, Régis Cousin. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Benjamin Souaté et à la Dream Team Agora. À très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.